Bonsoir à tous, bienvenue sur votre programme de 17h, votre rendez-vous, j'ai plus envie de dire, de 17h. Ne quittez pas votre siège, ne quittez pas votre petit écran. C'est le Grand Banja. Le plateau est plein et il est plein, comme vous le savez toujours, d'invités exceptionnels. Donc, je vous le dis tout de suite, le Grand Banja, c'est maintenant. Encore bonsoir à vous et nous sommes tellement, mais alors tellement heureux de vous retrouver à 7h, 17h, comme vous le savez, le Grand Banja et ses invités exceptionnels. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. Alors, on a Monsieur Assimé et Monsieur Motongo qui sont sur ce plateau, qui viendront nous parler de Dibadi Vacances. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Rufina. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, vous nous promettez de belles vacances à l'intérieur du pays? Bien sûr, comme la période s'y prête, c'est souvent important de passer des vacances hors de là où nous sommes en activité. Raison pour laquelle nous avons pensé passer nos vacances au village. D'accord, très bien. Et surtout au village et aussi faire revivre aussi les localités qui sont parfois un peu oubliées aussi. Bien Ce sûr. sera aussi un moment de partager avec vous justement ce point de vue sur le fait de se réconcilier finalement avec son village. Oui, je pense que c'est un retour aux sources. Voilà, un très beau retour aux sources. Et ensuite, nous aurons comme autre invité exceptionnel, il vient nous parler de sport-études. C'est l'association Dzengayon Basketball Association, si je ne me trompe pas. Oui, Bonsoir, Monsieur Obam. Bonsoir, je suis là. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Alors, comment va Naba? Ben, Naba est là, Naba continue à faire son chemin, ça va, pas de souci. En tout cas, nous aurons l'occasion justement de parler des activités autour de Naba parce qu'il vient nous parler d'un tournoi pour des vacances saines. Voilà. Voilà, donc nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Comme autre invité, assez intéressant quand même, parce que c'est un bureau qui vient de voir le jour, c'est le Conseil des Gabonais de France. Alors tout le monde se demande sûrement pourquoi un Conseil Gabonais de France. Nous aurons l'occasion d'éplucher la question avec Monsieur Kouelemba. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien et merci pour votre invitation. Ah, merci d'avoir dit oui à cette invitation. Vous avez fait le voyage de la France pour nous, c'est exceptionnel quand même. Entre autres. Il y a les moyens maintenant à Gabon Télévision, non? Tout à fait. Bah voilà, c'est vous qui nous négligez, mais voilà, nous on a des gens qui viennent de loin. Exactement, et comme vous l'aurez compris, nous avons un autre invité tout aussi exceptionnel, c'est Freddy Koula, bonsoir. Bonsoir Rufina, bonsoir à tous. Je suis très heureux, je le dis toujours et je le répète, d'être sur ce plateau que j'aime, parce qu'on est d'une génération qui crée et qui est somme toute efficace dans ce qu'on fait et la communication. Je suis bien heureux qu'aujourd'hui tu embrasses ce métier, toi Rufina, qui a un diplôme qui est différent de la com. On sait aussi, mais c'est vrai que les gens viennent à la télévision, souvent on ne connaît pas les profils derrière, mais c'est bien de voir les progrès que tu as fait parce que j'ai de la chance de t'avoir pu progresser depuis l'université. Petit coucou. Tu ne vas pas nous ressortir toute l'histoire. Petit coucou à toute la famille du côté du Delta. Non, je rigole, mais merci de m'avoir invité en tout cas. Du côté du Delta et la famille du côté du campus qui a réouvert pour l'occasion. Campus Université en Marbonco, c'est ça. Voilà. Alors, à côté de lui, on a notre gladiateur, notre monsieur tout frais, tout flamme, le monsieur qui a toujours le soleil de son côté. Il est toujours heureux, même quand tout le monde a le visage un peu gris. Un ancien campusard aussi de Lyon. Oui. Allez, il finit. Un ancien campusard aussi. Bonsoir, Cruz. Bonsoir, Rufina. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va? Je me porte très bien. Ouais, ça va. Je vous l'ai dit, lui, il se porte toujours très bien. Ouais, on fait le plus beau métier du monde, donc on est heureux. Et surtout qu'il est toujours très cintré, cravate assortie avec la petite pochette. Franchement, le détail qui tue, Cruz. Ça rigole pas. Chapeau. Merci beaucoup. Merci Gabon Télévision. Il y a les moyens, je vous ai dit, il y a les moyens. Ah oui, voilà, comme tu vois, voilà, on essaie de se débrouiller en tout cas. Et comme vous l'aurez compris, voilà notre panel d'invités, j'ai fait le tour, je vous ai présenté tout le monde et vous savez de quoi nous allons parler. Nous allons parler de basketball, nous allons parler de vacances, nous allons parler aussi de ce que font les Gabonais de France. Mais j'aimerais déjà lancer tout le monde sur un sujet qui est d'actualité. Nous nous souvenons tous ici que Didier Ibrahim Ndong avait lancé sa retraite internationale. Et comme j'ai l'occasion d'avoir un consultant maison pour l'occasion exceptionnelle, j'aimerais avoir l'avis de Freddy Koula et de tout le monde, bien sûr, sur le fait que Ibrahim Ndong se remette à la disposition de l'équipe nationale. Ce sont des sujets qui sont extrêmement délicats parce que c'est vrai que dans la posture du journaliste que j'étais, peut-être même de l'affamé de foot, professionnellement parlant que j'étais,
j'aurais eu un regard à la fois dubitatif et un regard enthousiasmé ou enthousiasmant, parce que Didier Ibrahim Ndong, quand même, il a 30 ans aujourd'hui. Il fait partie de ces rares footballeurs, quand même, on peut penser ce qu'on veut de lui, de ces rares footballeurs gabonais ou de nationalité gabonaise qui ont réussi à l'étranger. Il est le deuxième footballeur gabonais à s'être imposé en première ligue. Après Daniel Cousin, il y a eu Didier Ndong. Ensuite, il y a eu Mario Lemina qui est venu. Et après, il y a eu Daniel Cousin, certes. Donc, bref, il a eu une carrière sur les 10-15 dernières années qui a été une carrière qui a débuté quand même au Gabon. Il fait partie de ces exemples extraordinaires. Un enfant de Petit Paris qui a commencé à jouer dans les rues et qui, derrière, en jouant à la OCMS, a terminé en première ligue. Mais sa carrière également pose des questions, que ce soit sa carrière en club, où souvent il a connu des fortunes diverses, souvent dans des clubs qui sont relégués. On l'appelle d'ailleurs le chat noir. Mais aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que derrière, en équipe nationale, sa carrière internationale a souvent été une carrière démonstrative de l'engagement et de l'amour qu'il a pour le pays. Il fait partie de ces rares footballeurs, quand il portait ou quand il porte le maillot de l'équipe nationale, Didier Ibrahim Ndong ne décevait jamais parce qu'il mouillait le maillot, comme on disait. C'est vrai qu'il a eu souvent des problèmes successivement avec des entraîneurs de l'équipe nationale. C'était d'abord le cas avec Jorge Costa. On se souvient de cet épisode en 2016 où il y avait eu l'intervention du palais de la présidence parce que Didier Ndong s'était embrouillé avec Costa. On avait dû virer Jorge Costa pour préserver Didier Ndong qui était à l'époque en première ligue. Puis arrivaient les embrouilles avec Daniel Cousin et après derrière il y a eu cette embrouille avec le coach précédent, Patrice Deveux. C'était souvent tendu. Et quand il est arrivé, Mouyouma, c'était un de ses principes fondateurs, c'est celui de recréer une forme de discipline et de cohésion autour du groupe. Et derrière, il s'est mis seul, et vraiment tout seul, lui, Boupenza, etc., ils se sont mis littéralement en travers de cette discipline tracée. C'était toute somme logique qu'on les mette de côté. Et je pense que par la frustration, par le déni, par une sorte de condescendance vis-à-vis de Thierry Mouyouma, comme cela a été le cas de Boupenza, qui a été très condescendant et impoli, il a décidé émotionnellement de partir de la sélection alors que personne ne l'avait chassé du tout. Donc ce retour, entre guillemets, l'idée de se mettre au service de la sélection à nouveau, pour moi, je considère que ce n'est pas un événement. C'est davantage une marque d'humilité pour lui parce que j'espère qu'il a enfin compris, parce qu'aujourd'hui il a quand même 30 ans. On lui a reproché un tas de choses à Didier Ndong, notamment son comportement, son attitude extrasportive. Aujourd'hui, s'il décide de faire comme tous les autres Gabonais, de faire comme Aubameyang aussi, qui a eu des écarts de comportement avec la sélection, qui a fini par s'excuser auprès du coach, qui a discuté avec le coach, c'est Didier Ndong qui est Gabonais, qui a souvent mouillé le maillot en sélection, qui est un exemple pour beaucoup d'enfants au Gabon, à Petit Paris et le reste, décide aujourd'hui de se remettre au service de son pays, de sa sélection. Qui sommes-nous pour juger de la pertinence de son authenticité ou pas? Ce qui est certain, c'est que comme nous autres, on a tous droit au péché, on en commet plusieurs, et à la fin, si on a de la compétence, on doit pouvoir regarder cette compétence. En ce qui concerne le football en lui-même, Didier Ndong est un footballeur extraordinaire, un talent hors pair, qui apportera, à n'en point douter, une expérience supplémentaire à ce qui existe déjà aujourd'hui en sélection. Et j'espère qu'il va se parler, ou ils se sont déjà parlé avec Mouyouma, et j'espère que ce mea culpa va accoucher, j'espère, d'un retour qui sera enfin un retour salvateur, parce qu'on espère toujours ce petit quelque chose de Didier Ndong. On se dit toujours qu'il aurait dû avoir une carrière à la Michael Essien, il aurait dû avoir une carrière à la Mamadou Diarra. Aujourd'hui, il a une carrière qui, à la fois quand elle brille, il revient au pays faire la fête, il repart, c'est comme une ambiance. Il faut que ça s'arrête, cette ambiance. Il faut que derrière, sur les 3, 4, 5 dernières années, qu'il lui reste au très très haut niveau Didier Ndong, qu'il nous montre le talent et l'extraordinaire joueur qu'il est. Et si ça peut être au service de la nation, du pays qui est en pleine reconstruction, on sera heureux. Allez, Didier Ndong, allez les Panthères, ce serait parfait. Alors, je ne sais pas ce que vous autres, sur le plateau, vous en pensez personnellement, mais moi, je pense que ce retour est peut-être une bonne chose pour l'équipe nationale finalement. Peut-être pas forcément sur le côté discipline, mais je pense que s'il a pris le temps de s'humilier, c'est qu'il a compris qu'il avait peut-être aussi un peu besoin de cette discipline-là. Après, il y a 2 angles d'analyse, Revina. Il y a l'analyse sportive. Moi, j'ai fait une analyse sportivo-sportive. D'accord. Mais il y a l'analyse sociologique et sociale où les Gabonais ne veulent plus entendre parler des indisciplinés que sont Didier Ndong, Boupenza et le reste. Après, il faut tenir compte de l'avis des Gabonais, parce que c'est l'équipe nationale du Gabon, c'est le lien le plus puissant sociologiquement que nous avons dans ce pays, et il ne faut pas badiner avec ceux qui nous unissent le plus. On a chacun le droit d'avoir un avis sur l'équipe nationale, parce que symboliquement, c'est une chose qui nous tient à cœur. Il y en a qui meurent à cause de l'équipe nationale. Moi, je connais des gens qui ont fait des AVC parce que l'équipe n'a pas gagné. Bref, sociologiquement, est-ce que les Gabonais aujourd'hui sont prêts à accueillir à nouveau Didier Ndong? C'est la grande question. Est-ce que derrière, en discutant avec Thierry Mouyouma, il y a
que, d'un point de vue tactique, d'un point de vue organisationnel de l'équipe, est-ce que Mouyouma aujourd'hui a besoin de Didier Ndong pour continuer à avoir des résultats? C'est une autre question. Mais d'un autre parallèle, quand on regarde aussi les écarts de comportement de Mario Lemina, quand on regarde ce qu'a pu faire Kanga Gelor, quand on regarde ce qu'a pu faire Aubameyang, on se dit pourquoi pas ramener, s'il s'excuse sincèrement et s'il accepte de se mettre au service de l'équipe sans écart de comportement, pourquoi pas? Ceci n'exclut pas cela. Oui. Cruz? Bon, c'est un peu difficile de prendre la parole après tout ce que Freddy Koula a dit. Donc, au risque de me répéter, je vais tout simplement demander au coach national de faire revenir l'enfant tout simplement. S'il a d'ailleurs fait pour Aubameyang, je crois qu'il peut, voilà, il peut aussi le faire pour Ibrahim. Donc, Ibrahim, on t'attend, mais l'idéal serait que tu sois de plus en plus discipliné, frère. Voilà, exactement. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Oui, moi je voulais féliciter déjà Freddy qui se met à la fois sous la bannière d'un coach. Il se met également sur la bannière. Il a un club aussi, ça dit. Je suis président d'un club de foot aussi. Voilà, très bien. Je peux comprendre les athlètes. Il est en train de défendre Ibrahim. En même temps, il pose des sujets importants. Celui de la discipline, c'est un sujet important. On se rend compte que la majorité des footballeurs de l'équipe nationale ont du mal à voir d'abord l'importance de jouer dans l'équipe nationale. Ensuite, de se dire, oui, l'équipe nationale est à mon service, du moins je suis au service de l'équipe nationale, mais je sers également une nation, je sers le pays. Donc la question de la discipline, de ces va-et-vient-là, il faudrait à un moment donné que les internationaux gabonais puissent arrêter et se dire que d'abord il y a le Gabon qu'il faut défendre, il y a des valeurs qu'il faut défendre, et puis après, bon, on va jouer au star après. Voilà. Exactement. En tout cas, moi, oui, monsieur. Sur la question, en fait, je pense que le problème, c'est pas de décider de revenir, en fait, faire un comeback. Il y a des grands athlètes qui ont arrêté de jouer, comme Michael Jordan, comme Zinedine Zidane. Ils ont décidé de revenir porter les couleurs de leur pays ou bien dans les clubs. Ça, c'est monnaie courante, c'est fréquent. Et après, psychologiquement, pourquoi il a arrêté officiellement, je ne sais pas. Il n'a jamais donné les raisons sportives pourquoi il arrête le football. Il décide de revenir. Moi, je ne veux pas trop entrer sur cet angle. Moi, j'ai envie de mettre un accent sur son niveau et sa préparation. Tout le monde peut décider d'arrêter pour un problème X ou Y. Et comme ça, un bon matin, dire qu'il revient à l'équipe nationale. L'équipe nationale a une configuration de reconstruction. Et petit à petit, les chemins sont en train de se faire. Il y a eu une transition entre la génération Aubameyang qui a entre griffes échoué, ok. Là, on a essayé de faire une mixture avec des jeunes joueurs, on a pris un code national, on a reconfiguré la psychologie. C'est bien de présenter le socle national comme étant quelque chose que tout le monde doit respecter, on est d'accord. Mais est-ce que sportivement, aujourd'hui, à 30 ans, il joue à quel niveau? Quelle est sa rentabilité? Il faut étudier toutes ces choses. C'est pas en fait créer un buzz en disant « Je m'appelle Didier Ibrahim Ndong, j'ai arrêté de jouer, ça fait 2 ans, je vais revenir. » Quel est son niveau? Où il joue? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il est prêt physiquement pour reprendre le défi, rentrer dans l'architecture qui est en train de se mettre sur pied avec les résultats actuels? Moi, je pense que c'est une question qui doit être étudiée par le staff technique, aussi bien tous ceux qui ont la charge de travailler autour du code disciplinaire de l'équipe nationale. Mais à Ibrahim Ndong, le comeback ne pose pas problème. La question c'est, est-ce qu'il est prêt ou bien est-il dans la disposition de faire un comeback pour rejoindre cette équipe? Exactement. Après, pour connaître un tout petit peu le coach, j'ai de la chance d'être ami à Thierry Mouyouma. Je l'ai vu débuter aussi en tant qu'entraîneur. Il a été un grand capitaine de l'équipe nationale, mais surtout en tant qu'entraîneur, que ce soit au FC 105 ou même pour avoir souvent discuté des préceptes de jeu avec lui. Se mettre à disposition de la sélection est une chose, mais en ce qui concerne la rigueur, les choix qu'il fait, Thierry Mouyouma, c'est quelqu'un qui assume toujours. Donc si demain, qu'Ibrahim Ndong est décidé de revenir en sélection nationale, parce que c'est un retour, parce qu'en fait, quand on a un statut international, on peut dire aujourd'hui j'arrête ma carrière pour que derrière, si la sélection t'appelle, tu n'es pas une sanction de la FIFA. Aujourd'hui, il dit qu'il est aujourd'hui à la disposition de la sélection. Donc Mouyouma peut l'appeler ou ne pas l'appeler, en fonction des objectifs de Mouyouma, en fonction du groupe qu'il a constitué. Mais ce qui est certain, c'est que depuis que Mouyouma est arrivé, ça fait 5-6 mois déjà, il a cette tendance quand même à écouter. Il écoute énormément. C'est vrai qu'on lui prête des intentions d'être borné, etc. Mais les grands entraîneurs sont bornés. Marcelo Bielsa est borné. Pep Guardiola, dont tire son essence Mouyouma, parce que c'est un guardiolesque. Mouyouma, c'est un grand fan du tiki-taka et du beau jeu d'ailleurs. Ça se voit que l'équipe nationale a retrouvé une sorte d'identité. Il va regarder
si d'un point de vue interne, le fait de réintégrer Didier Ndong, ça ne va pas pourrir le groupe. Et derrière, est-ce que d'un point de vue sportif, dans le système que met en place Mouyouma, avec un milieu à 3 ou un milieu en losange qui généralement essaie d'avoir une densité au milieu avec que soit dernièrement Mario Lemina ou Bitege, etc., qui va sortir du milieu parce que quand Didier Ndong va revenir, est-ce qu'il va accepter d'aller sur le banc de touche alors que Bitege, alors que Kanga Guller, alors que Mario Lemina se sont imposés, alors que derrière il y a les Mouketou qui s'en sortent bien. Bref, ce sont des paramètres que va prendre en compte Pep Mouyouma et on espère que d'ici là, ce sera... D'ailleurs, on a un match très tôt qui vient. Ouais, on a un match qui vient très vite, ce sera en septembre. Ce seront les éliminatoires de la CAN 2025 qui vont débuter. L'autre question, c'est qu'évidemment, avec le retour de Didier Ndong, hypothétiquement, ça étoffe un tout petit peu l'équipe parce que la profondeur du banc est une vraie question pour pouvoir aller loin en sélection. Et voilà, c'est ça. Je pense que toutes ces questions-là sont sur la table du coach Thierry Mouyouma et il est en train de les analyser. Je crois qu'il ne bat pas d'un revers l'idée de peut-être ramener Ibrahim Ndong, mais c'est vrai qu'il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Ibrahim est prêt à apporter à cette équipe, mais aussi est-ce qu'il est prêt à épouser la nouvelle philosophie de cette équipe? Et ça, ce sera entre les mains du coach Mouyouma. Mais en tout cas, je suis de ces Gabonais qui sont prêts à pardonner Ibrahim Ndong et prêts à le recevoir dans l'équipe nationale. Donc si on pardonne à Ibrahim Ndong, on pourra donc pardonner à Boupenza. C'est vrai que ce n'est pas la même paire de manches, on pourra donc pardonner à d'autres joueurs. Mais oui, il faut cultiver, en football, il faut cultiver l'échange. Et derrière, en fonction des échanges que l'on peut avoir avec les sportifs, parce qu'un coach doit parler à ses joueurs, surtout s'ils sont importants ou moins importants. Et derrière, il faut regarder les objectifs qui sont généraux. Le plus important, c'est la nation, le plus important, c'est le Gabon. Si Didier Ndong est important pour le Gabon et qui peut nous apporter un plus, qui peut nous aider à aller à la CAN, à la Coupe du Monde ou à gagner la CAN, parce que c'est un objectif que le Gabon peut caresser, il faut le ramener. S'il ne sera pas utile, si derrière il vient pour pourrir le groupe, il faut le mettre de côté et il faut écouter le peuple qui peut-être aujourd'hui est en train de cracher sur Didier Ndong. Pas parce qu'il n'est pas un grand footballeur, c'est un des meilleurs footballeurs de l'histoire du Gabon. Mais derrière, est-ce que son comportement est un comportement qui montre l'exemple pour les jeunes? C'est une autre question également. Et là, ça intègre la sociologie sportive. Exactement, ça intègre la sociologie sportive. Et le coach Mouyouma n'a pas peur de prendre les décisions difficiles. Donc Pep Mouyouma, j'ai dit. Pep Mouyouma prendra les décisions qu'il faut pour l'équipe au moment qu'il faut. Alors, nous allons fermer cette page sportive. Nous ne sommes pas sur Grand Sport, nous sommes sur le Grand Banja. Je me suis souvenu que j'étais journaliste à l'intérieur. Voilà, cet esprit est revenu en toi. Donc, on va ramener le coordinateur de l'événement qui va se passer sur la Nyanga et on va revenir dessus tout à l'heure. Pour le moment, on va s'intéresser à M. Assimé et M. Motongo qui viennent nous parler de Dibadi Vacances. Alors, présentez-nous l'objectif, le projet Dibadi Vacances. D'abord, Dibadi Vacances est un événement collectif, communautaire, qui vise le retour aux sources. Et dans ce retour aux sources-là, il y a plusieurs activités qui sont attendues. D'abord, dire que Dibadi Vacances, ça va se dérouler du 5 au 15 août 2024 à 80 km de Mouila, donc dans le département de la Douya-Onoy, commune de Mouila, bien évidemment. C'est pratiquement 10 jours où les ressortissants du canton d'Ibadi vont se retrouver chez eux, dans leurs 3 villages que compte le canton d'Ibadi, notamment Moilo, Saint-Martin et Mirabé. Et dans cette période-là, nous aurons, comme je viens de dire, des activités, nous aurons des actions. Parmi ces actions-là, il y a effectivement le don en matériel, en denrées alimentaires, voilà, puisque nos populations vivent une précarité prononcée par le fait de l'action des pachydermes. Et donc, il y a une pénurie forte de denrées alimentaires. Il faut pouvoir venir en aide à nos populations. Il y a également le don en produits pharmaceutiques, parce que nous pensons que nos pharmacies, nos dispensaires sont pratiquement vides. Il faut donc permettre à ce que nos populations puissent avoir ces petits soins de première nécessité. Il y a également le don en termes de matériel de pêche et de champêtre, parce que nous pensons que la période sciée, c'est la période des grands mouvements au niveau des champs. Et donc, nous y allons pour cela. Mais avant, il va y avoir un atelier de réflexion sur le développement socio-économique de notre localité, notamment du canton d'Ibadi. À côté de cela également, il va y avoir le rafraîchissement des établissements scolaires. Il y a également le rafraîchissement des dispensaires. Voilà pourquoi nous avons échangé nous avons adressé des courriers
au niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce que nos écoles se meurent, il faut le dire, dans le canton d'Ibadi. Et c'est là l'occasion d'interpeller le ministère de l'Éducation nationale pour dire, bon, il n'y a pas que les grands centres tels que Libreville ou OIM, ainsi de suite. Il y a également Mouila, mais il y a aussi les environs de Mouila, notamment les cantons. Donc c'est cela, l'Ibadi Vacances. C'est aussi un moment d'échange parce que nous avons une progéniture forte. Ils ont besoin de connaître la culture à Pinzi. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec des activités socio-culturelles, ils ont le temps de se familiariser avec nos us et coutumes et nos traditions. Il y a aussi que ils doivent danser le bouité. Il faut connaître comment on danse le bouité chez nous. Ils doivent connaître comment on danse le niembé chez nous. C'est ces deux éléments qui font, on va dire, la culture du peuple apinzi. Mais avant de passer la parole à M. Assimé, puisque nous allons également dire que le canton d'Ibadi, il y a des communautés qui y vivent à côté de la communauté apinzi. Il y a la communauté Akele qui y vit. Il y a également des Pounous qu'on retrouve par le fait des champs qui sont cultivés par ces communautés-là. Il y a aussi la communauté Nzibi. Donc le canton d'Ibadi est cosmopolite. Voilà, donc je vais passer la parole à M. Assimé. Voilà. Bonsoir Fina, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, écoutez, comme le disait M. Moutongo, l'Ibadi Vacances, c'est un concept communautaire et inclusif qui veut rassembler toutes les filles et tous les fils du canton d'Ibadi, quelle que soit leur origine ethnique et sociale. Comme tous les cantons, comme toutes les zones rurales, le canton d'Ibadi se meurt. L'exode rural est aux abonnés présents et il y a ce concept où le jeune ne va plus au village. On a coupé le cordon. Et donc nous avons réfléchi, les aînés, les plus jeunes, comment faire en sorte que nous puissions répartir dans nos villages. Et nous avons décidé, comme un seul homme, d'aller au village pour faire certaines activités. Comme disait mon prédécesseur, il y aura un championnat de football, il y aura Retroussons les manches, mais il y aura aussi des soirées culturelles. Parce qu'à part les danses et les rites, il y a aussi plusieurs choses que la culture gabonaise et la culture Apinzi, Akele et Nzabi peut apporter. À l'exemple des chants, des contes, de l'art culinaire, mais aussi apprendre aux enfants comment pêcher à la nasse. Parce que la pêche à la canne à pêche, c'est bien, mais la nasse, c'est aussi important. Il y a des fruits que l'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans le canton d'Ibadi. Et on peut apprendre à nos enfants comment aller reconnaître les fruits qui sont comestibles dans la forêt et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment un retour aux sources. Et il y a, à part Libreville, il y a aussi le canton d'Ibadi, il y a aussi les autres villages et ce que nous voulons apprendre aux enfants aujourd'hui. Ouais. Je vois Kroos qui sourit là. Oui, c'est vraiment une initiative louable. Selon certaines informations, le président de la transition aurait demandé à chaque membre du gouvernement qui souhaite passer les vacances d'aller uniquement dans son village. Donc, si un membre du gouvernement prend les vacances, il ne doit pas sortir du pays, il devrait se rendre dans son village. Donc, comme pour dire qu'on doit inciter les Gabonais, les jeunes, à passer du temps chez eux, dans leur village, parce que c'est important. Et nos invités le disaient déjà à l'instant, nos villages se meurent. Nos villages se meurent aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas un certain nombre de commodités. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes aujourd'hui préfèrent la ville. Parce que quand je me rends compte qu'à Ebianville, chez moi, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, donc je ne peux plus avoir du Wi-Fi, je ne peux pas avoir un certain nombre de choses. Donc c'est extrêmement difficile. D'où il est important aujourd'hui de développer aussi l'intérieur du pays afin qu'on s'y installe. Pour la petite histoire, si vous me permettez, j'étais à OIM il y a de cela quelques jours et en période d'année scolaire, les enseignants sont obligés de résider en ville parce qu'il n'y a pas le courant au village. Et c'est autour de 9h, 10h que ces derniers viennent et démarrent les cours parce que le village n'a pas un certain nombre de commodités. Mais toutefois,
je pense que si on s'y installe, les commodités vont suivre. Parce que nous avons certains quartiers dans Libreville où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, mais le fait qu'il y ait des habitants, les commodités à urbaniser. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Nous devons aller de temps en temps chez nous, vivre de tels moments et organiser surtout les activités qui réunissent les jeunes. Parce qu'ils étaient en train de parler des dons, c'est là où moi j'attendais. Si on n'organise pas les activités qui peuvent attirer la jeunesse, on a du mal, ils ne viendront pas. Donc des activités telles que le foot, la pêche, etc. sont vraiment importantes. Ce sera sur quel stade? Au stade Mangui ou au stade Bombay? Alors, parce que moi je connais bien Mouila. Non, le stade Bombay, c'est à Mouila. Dans la commune. Il a dit qu'ils ne sont pas à Mouila, ils sont dans le canton d'Ibadi. À 80 km de Mouila. 80 km. Il y a 3 villages. Il y a le premier village qui est à 7 km de Mouila, le village appelé Moalo. Par l'aéroport. Ah, par l'aéroport. Par l'aéroport. Là, tu es de l'autre côté. Par la rive droite. C'est un ressortissant de la... Et la sortie de Chibanda ne connaissent Mouila que... Par le Mouabi. Attention. D'accord. On ne va pas refaire la géographie là tout de suite. Mais par contre, j'aimerais savoir, l'Ibadi, ça se fait depuis combien de temps et est-ce que vous allez pérenniser justement ce genre d'activité qui est tout aussi intéressant et tout aussi... on apprend beaucoup de choses, que ce soit la pêche. Moi, j'aurais aimé avoir ce genre d'activité qui m'apprennent à pêcher. Je ne sais pas pêcher. Oh oui, vous êtes invité à arriver à venir passer quelques jours au canton d'Ibadi. Mais le d'Ibadi Vacances, c'est la première édition. C'est la première édition, mais il faut dire que d'Ibadi Vacances est une formule qui naît de Mirabé Vacances. Sur ce même plateau, nous étions venus en 2022 parler de la première édition de Mirabé Vacances, mais Mirabé Vacances ne concernait qu'un seul village. Raison pour laquelle nous sommes dit, mais pourquoi pas associer les autres villages à cette question de développement, raison pour laquelle nous avons englobé le canton et nous avons dénommé cette activité d'Ibadi Vacances. Mais dire que le canton d'Ibadi, c'est un canton extrêmement riche en termes de tourisme. Il faut dire qu'il y a la possibilité de développer des aspects touristiques dans le canton d'Ibadi. Et là, nous avons adressé une correspondance à monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat pour dire que dans le canton d'Ibadi, il y a des espaces susceptibles de devenir des sites touristiques. Bien évidemment, il est dans une caravane prononcée au niveau national et international, raison pour laquelle... Une caravane qui détecte notamment les différents... Bien évidemment, les différents sites touristiques pour pouvoir accorder au pays la possibilité d'être rentable dans ce côté-là. Et donc, il peut arriver au canton d'Ibadi, eh bien, il ne sera pas déçu. Il y a plusieurs espaces qui peuvent être bien considérés comme des sites touristiques. Donc, Monsieur Assimé, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de d'Ibadi Vacances? Ce sera de quand à quand? Bien sûr, l'Ibadi Vacances, c'est du 5 au 15 août dans les principaux villages. Le canton d'Ibadi a d'autres villages, mais il y a 3 principaux villages. Donc, il y a un qui se trouve à 7 km de Mouila. Et il y a aussi le village le plus populaire du Gabon, Saint-Martin-des-Apindy, on le connaît tous, à part son histoire. Il faut citer les autres villages. Voilà, Saint-Martin-des-Apindy, Mirabé, Mokongolo, Ngalo, il y en a beaucoup. Mais il faut aussi dire que l'Ibadi Vacances, à part le fait de faire venir la jeunesse au village et les autres ressortissants, permet aussi de tuer certains stéréotypes. Nous autres, les populations du sud du Gabon, avons ce stéréotype en disant qu'au village, c'est là où il y a des sorciers, parce qu'il y a les vieux. Donc ça permettrait aussi aux jeunes de fréquenter les vieilles personnes, de réconcilier les réconcilier la jeunesse avec nos sages, savoir qu'un corps de garde, là nous sommes au Grand Banja, il n'y a pas que la sorcellerie, il y a aussi des conseils. Exactement. Et voilà, c'est très important. D'ailleurs, c'est qui le sorcier ici? C'est une très bonne question. On t'a vu venir là. Exactement. En tout cas, pour les gens, les jeunes et les vieux du canton d'Ibadi, j'imagine que ce sera un programme qui sera très, très, très alléchant pour eux. De très belles activités. En tout cas, moi, tout ce que je pourrais vous souhaiter de pire, c'est que ça se pérennise au fil des années, et que la jeunesse imprègne justement de ce retour aux sources, de repartir vers ces activités qu'on tend un peu à mettre de côté, la pêche, la cueillette. Ce sont des choses assez saines, mais en même temps qui nous apprennent beaucoup de choses aussi sur la vie. Merci à M. Ossimé et à M. Motongo pour prendre le temps de revenir. Oui, juste ajouter quelque chose, qu'il y a un contact, il y a un numéro de téléphone. Ah, bien sûr, qui peut permettre, parce que c'est mobiliser autant de personnes pour
arriver dans un canton mobilise aussi beaucoup de moyens. Exactement. Raison pour laquelle nous avons un contact qui peut être joint pour permettre à ce que les contributions puissent se faire. Donc, il y a d'abord le 066 20 53 17, 066 20 53 17. Il y a aussi le 077 40 21 82. 077 40 21 82. Vous pouvez appeler à ces numéros et vous avez la possibilité de joindre d'Ibadi Vacances. Merci. Voilà, ou encore de rejoindre le canton d'Ibadi pour pouvoir participer aux différentes activités. Le rendez-vous est pris. Merci Monsieur Assimé et Monsieur Motongo. Nous allons passer à notre prochain invité. C'est Monsieur Obam qui vient nous parler lui aussi d'une activité saine. C'est le tournoi pour des vacances saines qui est porté par NABA Association, dont vous êtes le secrétaire général chargé de la communication. Déjà, présentez-nous, NABA. Alors, une fois de plus, merci de me donner la parole. NABA, c'est l'association des basketteurs de Nzanyon. Alors, c'est vrai que le sigle est américain, c'est Nzanyon Basketball Association, mais c'est ça, en fait, le sens en mots simples. Et NABA a pour objectif principal promouvoir le basket, déjà en Nzanyon, parce que Nzanyon, c'est le plus grand quartier de Libreville. Et c'est un quartier qui a une population relativement jeune. Et on a vu que les jeunes ont besoin d'être canalisés. Et nous avons en fait créé un cadre de promotion de sport par le basketball pour naturellement amener les jeunes à se développer autour de cette activité de la balle orange qui est aujourd'hui le deuxième sport de la planète. D'accord, très bien. Alors parlons de ce tournoi. Quelle est la particularité? Présentez-nous le tournoi. Bon, déjà, en fait, le tournoi, il est dénommé tournoi Serge Ndiaye. Serge Ndiaye, on va dire, c'est l'un des propulseurs de NABA, c'est-à-dire l'un des encadreurs sportifs qui a plus ou moins, en fait, été l'architecte de toutes ces générations au fil du temps pour présenter le basket, encadrer les jeunes pour que les jeunes puissent réellement pratiquer le basket. Donc, ce tournoi porte son nom. Okay, le tournoi, il s'appelle Tournoi Saint-Diagne. C'est un tournoi en fait, qui a sa 3e édition. Et pour cette année 2024, le tournoi va en fait abriter un invité spécial, un invité de marque. Le plan sportif, c'est l'équipe de Manga. Et aussi de voir la collaboration de la fondation Stéphane Lasme. Stéphane Lasme qui n'est plus à présenter. Le premier Gabonais à avoir joué en NBA, qui a un palmarès que je ne peux pas en fait... on ne peut pas l'étaler ici. Donc Stéphane Lasme, il a accepté de collaborer avec NABA pour ce tournoi. Et l'issue de ce tournoi permettra en fait de détecter 12 jeunes qui vont participer à un camp dont lui-même il sera l'instructeur. Et en marge de cela, il pourra échanger avec les jeunes sur les questions de sport-études, des questions d'occupation du temps sainement, l'apport de la psychologie dans le sport. Bref, tout ce qui peut emmener un jeune à se développer, à prendre conscience que le sport, ce n'est pas uniquement la pratique, mais beaucoup plus cette personne qui doit dépasser les valeurs sportives pour les valeurs sociales et humaines. Exactement. Beaucoup de valeurs dans le sport, et notamment dans le basketball. Et donc, ce tournoi va se passer de quand à quand? Bon, je profite déjà à dire que nous avons un terrain privé. NABA a ses propres installations. Ah, bah, très bien. Voilà, c'est ça. NABA a ses installations. Donc, notre terrain, c'est situé au rond-point Lendrayon. C'est le terrain de NABA, le terrain de notre association. Et le tournoi se déroulera sur nos installations, une fois de plus, du 12 au 20. Le tournoi se déroulera du 12 au 20. Et c'est un tournoi qui... Non, oui, juillet, du 12 au 20 juin. Merci pour la précision. Et c'est un tournoi, en fait, qui va réunir 200 jeunes. Parce que nous avons 20 équipes inscrites. C'est vrai qu'au départ, on avait tablé pour 10 équipes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais avec la demande, on pense que les jeunes ont besoin de jouer. Déjà, avec le volume de jeu qui n'est pas consistant dans tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Donc, on a ouvert à 20 équipes. Donc, le tournoi se déroule en Nzanyon du 12 au 20. Voilà. Une petite question. Finalement, NABA, on sait que vous êtes très actif en ce moment. Octobre Rose, vous avez organisé NABA Bleu, vous avez organisé, je crois que votre président, c'est Claude Odossou.
Oui, Claude Adossou. Voilà, Claude Adossou. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous n'avez pas des intentions de vouloir briguer la fédération avec tout ce que vous organisez, sachant qu'il y a des bousculades là-bas? Bon, je demande d'abord à tout le monde d'applaudir pour Naba. Parce que moi, je savais qu'on était suivi, mais ça fait plaisir quand M. Kroos, en fait, cite comme ça, les activités que nous faisons. Effectivement, Naba a des activités pérennes sur l'année. Okay. Nous travaillons sur le plan social santé avec le programme Octorose, comme il a assez bien dit, le programme Octobre Bleu. Nous travaillons avec EduSport et nous avons en fait 5 équipes engagées à la Ligue de l'Est-UR. Et je profite aussi une fois de plus à dire que nous sommes champions de la Ligue de l'Est-UR, c'était il y a 2 jours. Donc c'est vrai, Naba est sur le terrain. La question de présidence de la fédération, je pense que on ne peut pas en fait enlever cette intention à une personne. Okay? Naba, c'est une équipe, c'est une organisation. Laissons en fait les œuvres de Naba parler. Parce que Naba, ce n'est pas l'affaire de M. Claude Michel là-dessous. C'est une équipe qui travaille, qui pose des actions. En ce qui concerne M. Claude Michel là-dessous, je me permets de parler à son nom. Pour le moment, il est concentré sur la promotion, le développement du basketball à Naba. Cette question, vous aurez l'occasion de la lui poser au moment opportun, mais je ne crois pas que c'est dans son agenda. On est concentré sur Naba et sur la 3e édition du tournoi Ndiaye Serge. Merci pour l'intérêt de ce projet. Mais c'est vrai que Naba est très très actif autour des jeunes, autour des plus jeunes et des moins jeunes aussi. À ce tournoi, qui sont les catégories concernées? Bon, le tournoi c'est U24. U24, c'est-à-dire moins de 24 ans. Voilà, on a préféré en fait prendre cette tranche d'âge parce que c'est une tranche d'âge qu'on peut considérer comme pour l'apprenant le moins doué. Je dis apprenant le moins doué en fin de cycle secondaire, ok. Et l'apprenant qui est vraiment doué, c'est des 18-17 ans. Donc c'est une tranche d'âge qui va regrouper des joueurs qui ont entre 16, 17, 18, qui ne sont pas seniors, et ceux qui sont potentiellement seniors, mais avec une circonscription d'âge où on peut encore les impacter sur les mots qui peuvent les détourner du basketball. Et comme nous travaillons avec un partenaire qui n'est pas des moindres, Stéphane Lasme, il a besoin d'échanger, il a besoin de voir des jeunes qui sont en fait porteurs d'un avenir. Il n'a pas besoin de venir voir des trentenaires ou bien venir échanger avec des gens entre griffes qui n'ont plus d'issue, si je dois parler comme ça. Voilà pourquoi nous avons pensé de nous appuyer sur cette tranche d'âge qui a un potentiel aussi bien intellectuel, humain, sociologique et sportif. D'accord. En tout cas, on vous souhaite aussi que les activités de Naba aillent un peu plus loin parce que ce que vous faites est encourageant et intéressant aussi pour la jeunesse surtout et pour les férus de basketball. Nous essayons de faire ce qui n'a jamais été fait. Okay, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Il n'y a presque rien à offrir aux jeunes. Les jeunes ont besoin du basketball. Nous avons créé un cadre pour permettre aux jeunes de jouer au basketball à Nzanyon. Le complexe Nzanyon est resté fermé pour des questions que personne ne peut répondre. Nous, on a créé ce cadre-là. On a un terrain de basketball moderne, je ne vais pas en dire du ultra moderne, mais un terrain de basketball moderne. Les jeunes y viennent, y jouent. On a mis sur pied un plan de développement sportif en affiliant l'association dans les différentes ligues, c'est-à-dire la Ligue de l'Est-UR et les autres. On a 5 catégories. On a des U14, on a des U15, des U17, des U19. On a une équipe senior, on a une équipe féminine. Et pour cette année, Naba a été champion, vainqueur de la Coupe du Gabon en senior féminin, vainqueur de la Coupe de l'Est-UR en senior masculin, champion en U19. Donc tout le monde peut voir le travail qui se fait à Naba depuis 2 ans, sans oublier toutes les activités périphériques dont il a cité, qui entraînent au social. On travaille avec des associations partenaires comme celle de USPO, on remet des cadeaux, on valorise les enfants qui ont, c'est-à-dire des bonnes moyennes scolaires. Donc c'est un peu en fait la vision que Naba essaie de mettre sur Nzanyon, et on veut sortir de Nzanyon pour impacter Libreville de telle sorte que Naba soit en phase avec la transition. C'est-à-dire porter un rêve au Gabonais. Là, pourquoi pas, c'est le Gabon. Peut-être arriver jusqu'au canton d'Ibadi, ce serait Oui, c'est le souhait. En parlant du canton d'Ibadi, j'ai un petit coucou d'une des monteuses de Gabon Télévision qui est au service post-prod, Iris Mombenet Boussougou, qui a dit qu'au final, il faut bien traiter mes tontons sur le plateau. Elle va nous amener à Saint-Martin-des-Tatonji. En tout cas, vous pourrez confirmer à votre fille que je vous ai bien traité. Oui, vous nous avez bien traité et d'ailleurs, nous vous remercions fortement. D'accord, c'est nous qui vous remercions aussi. Voilà, j'ai fait le taf, hein, t'inquiète, j'ai fait le taf. Merci, Monsieur Obam. Donc, on rappelle les dates du tournoi
pour des vacances saines, basketball, c'est du 5. Non, c'est du 12 au 20. Voilà, du 12 au 20. Donc voilà, la cérémonie d'ouverture, le cérémonial avec tout ce qui est la présentation des équipes, c'est vendredi. Mais la compétition proprement dite, c'est du 12 au 20, c'est-à-dire à partir de samedi. 20 équipes sont attendues. Et voilà, c'est comme on dit, just the love of the game. Ok, just the love of the game. Donc, We love l'amour the du game. jeu. Oui, we love the game. Merci, Monsieur Obam. Nous allons nous retourner vers un autre invité. C'est Monsieur Kouelemba qui nous vient tout droit de France. Voilà, je vais crâner avec. Exactement. Alors, vous représenter ici le Conseil des Gabonais de France. Vous venez nous parler de ce conseil. Déjà, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un Conseil gabonais de France? Quels sont ses rôles ou encore les missions que vous êtes établies? Alors, merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur Gabon Première. Le Conseil des Gabonais de France est une structure fédérative des associations gabonaises de France. Donc, c'est une structure qui est née de la double volonté, déjà des compatriotes de la diaspora, de se constituer en un outil, d'un organe de représentation, mais aussi des autorités consulaires d'avoir un interlocuteur privilégié dédié pour communiquer avec la diaspora. Donc c'est vraiment l'essence même de la naissance de ce Conseil des Gabonais de France qui est reconnu d'utilité publique au niveau du Gabon et qui existe aujourd'hui depuis, ça va peut-être vous surprendre, près d'une vingtaine d'années, puisqu'elle est née en 2004. Ouais. Cette structure, sauf qu'elle n'est pas forcément au niveau local connue, donc c'est aussi aujourd'hui, et depuis que nous avons pris depuis janvier la tête du Conseil des Gabonais de France, ça participe aussi à la valorisation, au développement de la marque CGF, de faire connaître l'institution au-delà de nos frontières et notamment au niveau local, parce qu'on a bon nombre de compatriotes qui aspirent parfois à venir en France et qui n'ont pas forcément les bons contacts, les interlocuteurs dédiés, appropriés pour faciliter leur insertion et leur intégration sur le territoire français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous sortiez, si on peut dire, du buisson, parce que vous dites que vous existez depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans, mais on n'a jamais entendu parler de vous. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous sortez subitement? Alors, pour la petite histoire, il faut dire que le Conseil, lorsqu'il est né en 2004, avait l'objectif de fédérer la communauté. Après, il y a eu un fait qui a été un fait marquant, qui était celui du fait qu'on a un président du Conseil des Gabonais de France, qui avait ensuite été nommé ministre ici, ce qui a fait que pour certains, ça devenait un appel d'air ou un bol d'air ou un tremplin, et ça a complètement phagocyté l'essence même de cette institution. Ce qui fait que ça a été, à un moment donné, pris comme une forme de sous-chambre de l'ancien parti au pouvoir, et ça a fait que beaucoup de Gabonais se sont totalement désolidarisés. Et il y a eu donc depuis septembre dernier un sursaut de compatriotes qui souhaitaient que cette structure retrouve vraiment ses lettres de noblesse, qu'elle puisse réellement être au cœur et au service de la communauté et de pouvoir fédérer vraiment l'ensemble des intelligences gabonaises installées sur ce territoire-là. Et donc c'est à ce titre que les autorités consulaires avaient fait ou demandé que de nouvelles élections soient organisées, ce qui a été le cas au mois de janvier et qui a permis au bureau que je conduisais d'être élu à la tête du Conseil des Gabonais de France avec vraiment pour premier objectif, c'est vraiment de redorer l'image du Conseil des Gabonais de France auprès de la diaspora, mais aussi valoriser le Conseil au niveau local et faire le lien. Et c'est aujourd'hui ce à quoi aussi nous appellent les nouvelles autorités, entre ceux qui sont partis et qui aspirent soit à revenir, soit à apporter tout en étant là-bas, et ceux qui sont restés ici et qui ont aussi parfois des attentes vis-à-vis de la diaspora. Cet éternel, j'ai envie de dire, cet éternel accompagnement au développement qu'on attend de la diaspora gabonaise finalement. Est-ce qu'on pourra désormais la voir? Écoutez, ça se construit. Vous savez, le Conseil des Gabonais de France, on va dire, a 3 missions principales. La première, c'est fédérer, regrouper, valoriser les actions des Gabonais de France au niveau du territoire. C'est défendre les intérêts, les intérêts de la communauté ou des ressortissants gabonais qui sont installés sur le territoire. Mais c'est aussi susciter la contribution des Gabonais de la diaspora au développement économique, social, environnemental et culturel au niveau du Gabon. Et enfin participer à la mise en œuvre d'une politique adéquate de retour de ceux qui souhaitent rentrer au pays. Et dans ce volet de susciter la contribution des Gabonais, nous sommes en train de nous organiser. Vous savez, la difficulté qu'on avait ou qu'on a encore au niveau de la diaspora, c'est qu'on est difficilement identifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CGF aspire à regrouper par corporation, par corps d'État, l'ensemble des expertises, des compétences, aux côtés d'un certain nombre d'autres acteurs
qui va faire qu'au travers, notamment du site internet que nous avons lancé officiellement depuis le 30 juin dernier, va permettre aussi de reconnaître, de regarder les expertises gabonaises qui sont implantées sur le territoire, de faciliter la mise en relation, de faciliter le fait que des entreprises gabonaises puissent candidater sur des appels d'offres publics au niveau du Gabon. Et donc, on travaille vraiment là-dessus. Et je pense que c'est aussi une forte attente de nos politiques publiques que la diaspora se mobilise et contribue au développement. Mais c'est déjà le cas, hein, moi j'ai envie de vous dire, parce que moi je vois aussi beaucoup d'acteurs. Mais vous savez, on ne le ressent pas parce que c'est pas suffisamment vulgarisé. Moi je connais beaucoup d'acteurs associatifs qui font des dons, qui font des actions au niveau local. Je connais des gens qui ont créé des entreprises, mais qui soit ne veulent pas forcément que ce soit visible, soit ne trouvent peut-être pas les canaux pour valoriser ces actions-là. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, plutôt que de rester sur des actions isolées, comment on arrive à se fédérer et à vendre un petit peu tout ce qui se fait par la communauté gabonaise, notamment de France, au niveau local. Mais c'est aussi ça qui va nous permettre aussi de dialoguer dans un partenariat gagnant-gagnant avec nos politiques publiques pour dire voilà ce que fait aujourd'hui la diaspora et voilà ce à quoi on aspire aujourd'hui en termes de mesures d'accompagnement ou de mesures incitatives pour favoriser ou booster l'investissement de la diaspora au niveau local. D'accord. Monsieur Motongo, je vous voyais, vous vouliez intervenir. Oui, comme dit Doris tout à l'heure, c'est aujourd'hui qu'on entend vraiment parler de ce conseil. Ma question, c'est celle de savoir est-ce qu'ils travaillent de connivence avec l'ambassade ou alors leurs activités empiètent sur l'ambassade. Quelle est votre relation aujourd'hui avec l'ambassade du Gabon en France? Alors, notre relation, elle est saine, elle est constructive. C'est le consulat général du Gabon en France qui a organisé l'élection du Conseil des Gabonais de France. Donc c'est pour vous dire aussi le lien permanent que j'ai avec aujourd'hui M. Pierre Mbenga-Yéné, donc le consul du Gabon en France, qui est en partance, mais aussi la relation que nous construisons aujourd'hui avec le nouvel ambassadeur. Donc nous avons des liens forts et nous nous complétons en général. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, le consulat a mis en place une cellule d'accompagnement juridique pour les compatriotes qui se retrouvent en difficulté. Mais ceux qui sont plus près de la communauté et qui font le relais, c'est nous, puisque les acteurs associatifs, les associations locales implantées sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous fédérons à peu près 180 associations réparties sur l'ensemble du territoire français. Avec combien de membres au total? Avec combien de membres? Vous savez, chaque association, le nombre de membres entre ceux qui sont adhérents... Le Conseil n'a pas une estimation de c'est tout un travail que nous menons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'était déjà de comment on arrive à répertorier l'ensemble des acteurs associatifs, d'aller les chercher, à aller faire. Comment on arrive ensuite à les sectoriser. Il y en a qui œuvrent dans le social, il y en a qui œuvrent dans le sport, il y en a qui œuvrent dans la culture. Et comment faire en sorte que tous ceux qui œuvrent sur un même champ puissent déjà collaborer, se fédérer, discuter, parler et créer des événements spécifiques en intégrant tout le monde et ne pas être forcément dans des actions isolées qui ont parfois peu d'impact. Donc on est déjà dans ce travail-là de cartographie, de répertorier l'ensemble des acteurs. Ensuite, on pourra affiner pour savoir quel est réellement le nombre d'adhérents derrière chaque association pour connaître un petit peu ce qu'on sait, c'est que la communauté est autour de 34 000 membres, 34 000 compatriotes, mais tous les compatriotes ne sont pas forcément membres d'une association au niveau local. Vous avez participé au dialogue national ? Bien évidemment, nous avons participé au dialogue national, notamment pour les travaux qui avaient été initiés et engagés par M. Pierre Mbenga-Yéné, donc le consul général. Moi-même, j'avais été coordonnateur sur toutes les questions économiques. J'ai d'autres compatriotes sur les 5 thématiques qui avaient été retenues. Et le mémorandum qui avait été ensuite produit avait été remis à Madame la ministre le 1er décembre 2023. Donc nous avons bien évidemment, et le Conseil et le bureau sortant, puisque nous ne sommes élus que depuis le mois de janvier, avaient fortement contribué à ce mémorandum-là. Alors, M. Collet, moi je veux être très factuel. Par exemple, aujourd'hui, on parle cette question justement de l'impact de la diaspora gabonaise est beaucoup remise en question parce que, par exemple, sur la période justement on a beaucoup vu les membres de la diaspora venir pour participer au dialogue national et les nationaux ont crié un peu à l'exaspération justement de cette trop grande présence de cette diaspora qui, on avait l'impression, prenait un peu le pas sur ceux qui étaient restés au niveau national. Aujourd'hui, ce que les Gabonais veulent comprendre, c'est comment est-ce qu'un organe tel que le Conseil des Gabonais de France,
qui fait partie de la diaspora peut impacter le quotidien du Gabonais aujourd'hui. On a par exemple le camp d'Ibadi, on a d'un autre côté le tournoi de basketball organisé par NABA. Comment par exemple la diaspora peut participer à ce genre d'activité pour pouvoir booster, parce que vous parlez aussi d'accompagner le développement, d'accompagner des initiatives au niveau local. Comment est-ce que, par exemple, le Conseil des Gabonais de France peut participer à ce genre d'activité? Alors, je vais déjà lever toute ambiguïté. Hein. Vous savez, les Gabonais présents lors du dialogue, il y en avait de mémoire 26 ou 28 sur plus de 600. Donc, si 26 arrivent à marquer de leur présence au-delà de ce quantitatif de 600, je sais que certainement, les problématiques qu'ils ont fait remonter. Si 26 Gabonais qui sont en France envoient 10 000 par mois, ça donnerait quelque chose pour leur activité aussi. Oui, mais ne nous évadons pas. Alors, on est sur la question de la présence des Gabonais au niveau du dialogue. Donc, ils ont fait leur travail que de porter les besoins de la communauté gabonaise de France. Certaines résolutions ont été retenues. Nous nous en félicitons. Et il nous revient maintenant de les mettre en œuvre avec l'ensemble des politiques publiques qui vont être développées dans ce sens-là. Après, pour l'impact, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un impact qui est fait déjà et qui n'est peut-être pas suffisamment visible. Moi-même, je suis dans le milieu associatif quasiment depuis 2007 au niveau de la France. Nous avons porté déjà des actions. Mais la difficulté qu'il faut relever, c'est qu'il y a deux problématiques. La première, c'est que concrètement, on a dû faire face parfois à des récupérations, y compris politiques. Moi, je le dis déjà à titre personnel parce que je l'ai vécu et je connais beaucoup d'acteurs qui n'ont pas souhaité aller au-delà des projets qu'ils portaient parce que tel ou tel acteur politique souhaitait être le parrain pour que l'événement puisse se développer ou se valoriser. Ça a freiné ceux qui veulent simplement faire des actions on va dire sociétales, de bénévolat sur le plan social et qui n'attendent pas forcément une récupération politique. La deuxième chose, c'est aussi les freins sur un plan douanier et parfois sur un plan de la fiscalité. Puisque aujourd'hui, lorsque nous importons du matériel, il n'y a pas de mesures, on va dire, incitatives pour booster et favoriser l'investissement de la diaspora. Donc c'est ce sur quoi aujourd'hui nous essayons de travailler. Ça fait partie d'un des projets, c'est comment optimiser, améliorer. On nous a demandé de faire des propositions. Nous travaillons actuellement sur ces propositions-là pour justement recenser et valoriser. Et je pense que le Haut Commissariat des Gabonais de l'étranger qui a été retenu lors du dialogue va aussi participer et contribuer à faciliter ce lien-là et l'investissement de la diaspora au niveau local. On dirait que vous lisez dans ma mémoire. Il a répondu à ton interrogation en tout cas. Ouais, ça va, ouais. Voilà, donc quelles sont les différentes activités que va être emmené à établir le Conseil des Gabonais de France? Est-ce que vous avez déjà un calendrier qui est établi? Après, on a un calendrier, on a été élu sur la base d'un programme, hein, on a un certain nombre d'activités qui ont été mises en place. J'ai parlé tout à l'heure du site internet qui va permettre de donner plus de visibilité, de lisibilité, de recenser l'ensemble des acteurs associatifs présents sur le territoire, ce qui aura aussi pour vocation de faciliter l'accueil, l'insertion des primo-arrivants, parce que ça a été aussi une grosse difficulté, c'est que bon nombre de compatriotes, et là je m'adresse aux étudiants qui aujourd'hui en grand nombre vont certainement s'orienter vers la France, c'est de leur dire à travers le site internet gabonaisdefrance.org, vous allez trouver en tout cas un contact, vous allez trouver des leviers qui vous permettent de faciliter votre arrivée et votre insertion. Et qu'on sorte du tout, on va là-bas, reste dans ton coin, les Gabonais de France, ben, c'est des... Vous n'avez pas très bonne réputation. Voilà. Je ne pense pas que ce soit encore la réputation la plus marquante qu'on puisse avoir. Je pense pas que le Gabon aujourd'hui, ça, en tout cas celui de France, est l'étiquette de quelqu'un qui est fêtard. Mais ça reste quand même, moi je suis resté les 7 dernières années en France et je peux te dire que les moments les plus cocasses vis-à-dire des Gabonais, c'est les Gabonais fêtards, les Gabonais flemmards, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus, pardon de te couper, hein, j'ai de la chance d'avoir observé et participé à quelques activités de l'ancien bureau, notamment celui qui avait été mis en place juste avant les élections et qui a été dissous récemment. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de rassembler les Gabonais. C'est là, ça va au-delà, en réalité, de l'aspect de la contribution individuelle des Gabonais de la diaspora. C'est une thématique qui est en vérité générale à tous les peuples africains, mais en réalité, tout ceci est lié à l'anthropologie et au nombre. La plupart des Gabonais qui vont en France, la plupart, je ne sais pas, aujourd'hui, il doit y avoir
légalement entre 20 000 et 30 000, il me semble. Mais il y a beaucoup d'étudiants, pour la plupart. Il y a beaucoup qui, entre autres, sont en mariage. Il y en a qui ont, sur les dernières années, une quinzaine, une vingtaine d'années, qui ont travaillé. Mais quoi qu'il en soit, sur la contribution, si on compare avec les pays comme le Mali, le Sénégal et d'autres pays où c'est vrai que la diaspora y va pour chercher de l'argent et renvoyer au pays, ce n'est pas du tout la même immigration, ce n'est pas du tout les mêmes raisons. Mais aujourd'hui, le vrai travail fondamental du Conseil gabonais de France, c'est être un peu les députés, entre guillemets, des Gabonais qui vivent en France, particulièrement. Ce que je regrette d'ailleurs, j'étais dans le dialogue, mais il y avait des thématiques qui tournaient autour de la représentativité de la diaspora globale, parce que là, on parle de la France, c'est la plus grande diaspora gabonaise à l'étranger. Mais il faut aussi penser à la grande diaspora du Sénégal, parce que c'est une très grande et belle diaspora. Il y a la grande diaspora du Maroc également. Il faut arriver à trouver une représentation globale qui derrière arrive à être le point de relais avec les autorités gabonaises et le peuple gabonais. Et pareil, pour arriver à trouver cet embryon qui permette facilement aux Gabonais qui sont installés à l'étranger. Moi, j'étais là-bas pendant 7 ans. Quand il s'est agi d'investir sur le domaine des transports, j'ai fait un certain nombre d'investissements. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de facilité, je me suis retrouvé parfois à être mis en demeure alors que je n'étais pas là, à avoir mon business partir en cacahuète parce que j'avais fait confiance à une petite amie ou un ami, etc. Donc oui, il faut travailler sur cette dynamique-là pour faciliter l'investissement. Parce qu'il s'agit de ça en termes de contribution. Et pareil pour les activités, ça va de soi. Du Conseil des Gabonais de France, il va falloir aussi éduquer cette diaspora, se dire ne vous isolez pas comme vous l'avez si bien dit, rapprochez-vous des associations, rapprochez-vous du Conseil pour pouvoir vous identifier afin que facilement justement... C'est un gros travail, les gens sont méfiants. Surtout en France, les gens sont méfiants. Au final, j'avais une question. Indépendamment de ce que vous avez présenté, est-ce que vous avez prévu pour cet été ici au Gabon des journées portes ouvertes, des échanges pour amener justement les gens à comprendre les enjeux? Parce que bon, indépendamment de tout ce qu'il y a, on sait que le Gabonais c'est un peuple. On sait que les Gabonais ce sont des gens qui sont très décousus. On sait que les gens au Gabon sont très décousus, ils sont très individualistes. C'est pas des choses qui sont propres à la France, ce sont des réalités culturelles. Voilà pourquoi en fait, moi je loue l'initiative du retour aux sources, parce que c'est dans ces foyers, en fait, ces foyers de ménage où on retrouve le socle on impulse ces valeurs. Donc, en fait, pour revenir concrètement sur la question, est-ce que, durant votre présence actuellement au Gabon, vous avez prévu en fait des échanges comme ça, des journées portes ouvertes, amener les gens à réellement comprendre les enjeux de ce qui se fait en France, ou bien ce qui se fera ou ce qui est capable de se faire? J'y reviens. Déjà pour répondre à la question ou à l'observation de mon cher frère ici, aujourd'hui nous travaillons de concert. J'échange assez longuement avec le président du Conseil des Gabonais du Sénégal ou mon confrère au niveau de l'Union des Gabonais du Maroc, parce que c'est les deux plus grosses diasporas derrière celle de France, de façon à voir comment on arrive sur des sujets sur lesquels nous pouvons, qui peuvent être, on va dire, de regroupement ou d'intérêts partagés, comment nous pouvons y travailler ensemble. Donc, c'est des sujets sur lesquels, ou des choses sur lesquelles déjà nous travaillons. Aujourd'hui, vous avez évoqué la diaspora gabonaise de France. Aujourd'hui, on est un peu plus des chiffres que sort le consulat, un peu plus de 30 000. Dans 30 000, il y a à peu près 6 000 étudiants, simplement. C'est pour dire que la communauté gabonaise qui s'est sédentarisée, qui s'est implantée, a vraiment pris le pas sur la communauté, on va dire, étudiante. Dans l'étudiante, il y a à peu près 2000 boursiers. Donc, c'est vous dire aujourd'hui que cette communauté-là, c'est plutôt celle qui travaille, c'est celle qui produit et celle qui est en capacité, en tout cas, de se projeter et de s'impliquer au niveau local. Vous avez, sur la question liée, effectivement, c'est aussi l'un des objectifs de ma présence ici. L'idée, nous on appelait ça on va dire les universités. Monsieur on va devoir vous couper parce qu'on a un autre invité. Donc on espère en tout cas qu'il y aura des activités organisées, des échanges qui vont permettre aux gens de mieux connaître le Conseil des Gabonais de France. Je peux juste prendre une minute pour me répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'organiser effectivement les universités d'été, c'est-à-dire les journées portes ouvertes, pour faire connaître, en tout cas, le Conseil, mais aussi créer des passerelles d'échange entre un certain nombre d'acteurs économiques, institutionnels et la communauté gabonaise installée au niveau de la France. Et donc là, je suis dans des échanges avec un certain nombre d'acteurs en vue de se dire comment on peut se projeter pour l'année prochaine, parce que ça se construit sur la durée. Et sur les projets prioritaires que vous avez évoqués, il y a quelque chose que nous avons mis en place assez récemment, qui est le numéro vert, que j'aimerais quand même donner ici, pour tous les compatriotes gabonais de France qui nous écoutent, ou pour ceux qui sont ici, qui aspirent à y aller et qui ont besoin d'accompagnement, de renseignements. Donc on a mis en place un numéro vert qui est totalement gratuit pour ceux qui sont installés sur le territoire français, qui est le 0033 9 88 19 67 81. Donc je reprends, 0033
9 88 19 67 81. Donc, il est totalement gratuit, 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Vous avez toujours un interlocuteur qui vous répond sur toutes les problématiques sociales. Vous perdez votre logement, vous ne savez pas où dormir. Sur toutes les questions administratives, vous avez une obligation de quitter le territoire, vous ne savez pas quoi faire, vous souhaitez être orienté, accompagné juridiquement. On est là aussi pour vous aiguiller et pour vous orienter de façon à ne laisser personne vraiment sur le carreau. Donc voilà un petit peu les projets du CGF. Aujourd'hui, nous travaillons sur d'autres projets que nous aurons l'occasion de venir vous entretenir là-dessus. Et la porte sera toujours ouverte justement pour pouvoir parler de ces projets. Et merci pour tout ce que vous faites au niveau du Conseil, Monsieur Kwele. On va terminer avec notre dernier invité. On a combien, 30 secondes? Ça m'apprendra à beaucoup parler. Ça m'apprendra à beaucoup parler. Voilà, trop loquace. Non, mais Freddy Koula, alors parle-nous de ce concert au niveau de la Nyanga qui est initié pour l'arrivée du président dans la province. Oui, c'est dans la panoplie des concerts qui sont offerts par le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a dans l'élan en tout cas de la libéralisation des énergies et même de toute la liesse populaire que les gens ont depuis 7 ou 8 mois, chaque fois qu'il va dans une province, il offre, lui, à titre gracieux, un concert gratuit et ouvert à tous. Donc c'est le tour de la Nyanga, la très belle et très grande province de la Nyanga, qui est une province d'une grande richesse et une province, ma foi, oubliée, qui aujourd'hui va recevoir celui que certainement il attendait depuis des années, un libérateur, parce que de mémoire, vous le savez, il y a toute l'histoire, même que ce soit l'histoire coloniale avec le Mavro Mandien qui est mon ancêtre, que ce soit les années 90. Non, mais en fait c'est une province qui a été pendant longtemps un peu une province rebelle, qui aujourd'hui en tout cas se met dans la dynamique de pouvoir vivre de façon exclusive l'arrivée du président. Il sera dans la province de la Nyanga à partir de vendredi, donc du 12 au 14. Donc il sera là de vendredi à dimanche. Il va visiter quasiment tous les départements. Il va commencer par Mabanda. Il sera à Moabi le vendredi après-midi. Il sera ensuite à Tchibanga pour un grand meeting l'après-midi à la place de l'Indépendance. C'est aussi donc une invite à la population, que ce soit de Mabanda, de Moabi, de Mayumba, de Ndindi, partout où le président passera, il faut venir. Je sais que la nouvelle de son arrivée s'est répandue telle une traînée, comme une poudre, parce qu'en vérité, j'y étais moi, sur les 2 derniers mois, j'y allais, et puis dans chaque village, chez chaque chef de village que j'y allais, il y avait un enthousiasme, ce parfum de Oligui va arriver quand, on l'attend impatiemment. Et dans cet élan, évidemment, il y a ce côté festif qui va être offert le samedi, le 13 juillet, à Tchibanga. On hésite encore entre 2 lieux. Ce sera soit au stade Dialogue de Tchibanga, soit au quartier commercial. Mais bref, le coordonnateur général de tout ça, c'est lui qui un peu symbolise, qui est un peu la voix du président de la transition, qui offre ces concerts. C'est celui que vous connaissez très bien, Bung Pins, le grand frère, le conseiller du ministre de la Culture. C'est un peu lui qui coordonne tout ça, mais le président a donné la responsabilité de l'organisation de ce concert à la grande sœur Annie Flore, qui sera et qui est l'une des têtes d'affiche de ce concert à Tchibanga le samedi prochain. Donc Annie Flore, Bung Pins et Ngakoumbe également, qui sera en prestation, sont ceux qui coordonnent tout ça. Et avec Bung Pins, le côté logistique qu'il avait déjà mis en place de façon extraordinaire à Lambaréné et à Makokou, il a remis toute la logistique pour qu'il y ait une sonorisation des lumières extraordinaires avec du vrai matériel qui sera installé à Tchibanga toute la matinée du samedi. Et on aura un grand concert avec de belles têtes d'affiche, avec des gens pour la plupart qui sont originaires de la province, et avec des artistes, avec des artistes qui pour la plupart sont des gens du cru. En réalité, ces concerts-là, le président il offre le concert, toute la partie logistique, mais pour la plupart des artistes, notamment ceux qui vont venir à Tchibanga, et c'est d'ailleurs le mot d'ordre qui a été donné avec Annie Fleur et Bung Pins, pour la plupart ils viennent quasi bénévolement. Ce n'est pas des gros cachets que l'on donne aux artistes, donc ils sont une liste d'artistes qui sont de Tchibanga, de Moabi, de Mayumba, qui se portent garant de revenir. Et il y a donc, avec Bung Pins, une idée aussi de ramener beaucoup d'anciens groupes. On parle notamment du retour sur scène, on l'a vu récemment, des groupes comme Techbi. On va voir DBS également, qui est invité, qui va venir à Tchibanga. Il y a New School également qui sera. Bref, le concert, ce sera samedi, mesdames, messieurs, ce sera à Tchibanga, un grand concert offert par le président de la transition. Il faut venir, il y aura de la danse, il y aura aussi des groupes de danse comme les Mambari, etc. qui y seront. Ce sera, en fait, on appelle ça Tchibanga en concert de la restauration. C'est aussi une restauration pour la dynamique d'une province qui mérite le bonheur. Une province qui est pétrolière, mais qui aujourd'hui, avec l'arrivée du président, va devenir certainement une porte ouverte vers le monde, parce qu'on attend le port de Mayumba, on attend aussi une jeunesse contributive de la vie dans les villages, comme à Moabi, comme à Mokab, chez moi, qui va recevoir le président de la transition avec un grand sourire. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, dans la Nyanga, il y aura un grand concert pour accueillir
accueillir l'arrivée du président de la République. En tout cas, on espère suivre ça, même si on ne peut pas y être samedi soir à partir de 19h. Voilà, mais on je t'emmène, moi j'y vais demain à Mouabi, à Tibanda, je t'emmène. Je viendrai avec toi avec plaisir, mais pour le moment, je dois d'abord clore cet épisode d'aujourd'hui. C'était votre rendez-vous de 17h, le Grand Banja. On se revoit vendredi. Restez sur les programmes de Gabon Télévision et nous vous disons ciao, ciao.